Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Je suis Roland Massenet et ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Et nous avons l'immense joie d'accueillir aujourd'hui Céline Bertin, Head of Marketing chez l'éditeur de logiciel Sage. Bonjour Céline. Bonjour Roland, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Alors on est ravi de vous accueillir. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble sur l'animation de votre réseau de 1200 partenaires en France. Vous avez accompagné la transformation du business model de Sage et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Avant de démarrer, vous êtes toujours aussi formidable. La semaine dernière, on accueillait Jean Muller qui est le directeur commercial de JC Deco, qui est aussi le président des dirigeants commerciaux de France. Vous étiez 311 inscrits. Il nous a parlé du leadership commercial, de l'évolution de la fonction commerciale, de l'évolution du leadership commercial au sein du COMEX, des nouvelles responsabilités qui pesaient sur les épaules du leadership commercial comme force d'innovation et de transformation dans l'entreprise. N'hésitez pas à retrouver cette masterclass brillante de Jean Muller sur notre chaîne YouTube ou sur Spotify en podcast. Les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisées par Incentive. Incentive, c'est une plateforme qui répond finalement à un besoin très simple. Les collaborateurs sont aujourd'hui habitués à des applications mobiles très efficaces et très motivantes pour apprendre des nouvelles langues ou pour s'entraîner à un marathon. Et ces mêmes collaborateurs se retrouvent dans les entreprises, souvent avec des fichiers Excel, des emails, et donc un écart de plus en plus important d'expérience à un moment où ils ont besoin d'être engagés dans les transformations en cours. Donc Incentive, c'est une plateforme de management et d'animation de la performance qui va vous aider à digitaliser les processus de coaching de la performance. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays et la plateforme est disponible en 9 langues. La page de publicité se referme et nous allons découvrir qui est Céline grâce au portrait que nous adressait Édouard. Édouard, c'est à toi. Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, bonjour Céline, bonjour Roland. Bonjour Édouard. Et alors Céline, détentrice d'un diplôme en marketing chez Negotia en 1993, vous débutez d'abord en tant que consultante chez Bernard Criff pendant un peu moins de 4 ans, puis vous multipliez les expériences en tant que Marketing Communication Manager chez PS Soft, chez Dorotech et chez Message Media. En 2001, vous rejoignez le groupe Idaya à nouveau en tant que Marketing Communication Manager et vous y travaillez pendant 6 ans. Cela nous amène finalement avec Sage, où vous démarrez en novembre 2007 en tant que Marketing Communication Manager et où vous grimpez les échelons et parvenez au poste d'Head of Marketing SMB depuis début 2021. C'est bien ça. Merci pour cette rétrospective, Édouard. Ça ne me rajeunit pas, mais un beau parcours, effectivement, dans le monde du conseil et des agences et dans le secteur IT. Et j'ai en charge aujourd'hui le segment PME pour la France et le Benelux au sein de la direction marketing Europe du Sud qui regroupe la France, la Belgique et le Maroc. Alors peut-être pour commencer, Céline, vous pouvez nous parler, décrire assez succinctement qui est Sage et comment fonctionne son business model? Bien sûr. Alors, Sage a une forte notoriété sur le secteur IT et dans la gestion, que ce soit la comptabilité, la paye, la GESCOM, les ERP ou les solutions dédiées au DAF. C'est le troisième éditeur mondial de ERP après Oracle et SAP et c'est une des dernières sociétés tech anglaises qui est cotée au FTSE à Londres. On est organisé internationalement en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique du Sud et en Asie. Et pour quelques chiffres, c'est 12 000 collaborateurs dans le monde. Mais en Europe du Sud, c'est à peu près 1600 collaborateurs, 310 millions d'euros et un réseau de partenaires de plus de 2000. Alors, on est organisé chez Sage autour de nos clients, soit par zone géographique, soit au niveau national et local en France, ou sinon plus spécifiquement par segment de marché
TPE, puisqu'on couvre la TPE, la PME, les ETI et les experts comptables, ce qui conditionne bien évidemment notre organisation commerciale et marketing. Alors, c'est vrai que la force de Sedge, c'est son réseau de partenaires et d'ISV de marque blanche. Et je dirais que la complémentarité de Sedge et de son écosystème, elle répond à nos valeurs terrain, proximité et d'écoute client, et à notre volonté de toujours offrir le meilleur des solutions et technologies en capitalisant sur le métier et l'expertise de chacun. Voilà pour la rapide présentation de Sedge et de nos différents atouts vis-à-vis du marché. Et alors, quelles sont les spécificités quand on parle de marketing pour un éditeur de logiciel qui est en mode SaaS, hein, donc mode SaaS, on le rappelle, c'est un mode qui est hébergé. Donc, il y a une grosse transition par rapport à un logiciel qui était installé sur les serveurs chez les experts comptables ou les clients. Et en mode licence. Voilà, et en mode licence. Et maintenant, c'est un service d'abonnement qui est accessible et donc on connaît bien à travers maintenant toutes les applications d'email et Gmail, etc. C'est une grande tendance de fond de tous les éditeurs de logiciels. Quelle est la spécificité, les nouvelles spécificités, les nouveaux enjeux du marketing pour un éditeur qui bascule en mode SaaS? Ben, je dirais que les spécificités du marketing dans une entreprise SaaS, c'est tout d'abord faire évoluer les métiers, les compétences, les outils, les tactiques marketing qu'on déploie au jour le jour. Tout est axé sur le digital en termes de plateforme et de canaux, évidemment. Mais c'est surtout le rapport avec nos clients qui a évolué. Puisque faire du marketing dans une entreprise SaaS, c'est s'attacher à raconter une histoire, à procurer une expérience client extraordinaire. C'est fini le marketing de masse et le one-shot. J'évoquerai des stratégies d'inbound, de contenu, d'engagement sur nos audiences. C'est toute cette histoire qu'on raconte et on est très orienté sur le client. On est résolument tourné vers une connaissance en temps réel des données clients, du comportement, de son parcours, ses interactions avec la marque et les différents services et les équipes. Mais c'est surtout faire du marketing dans une entreprise SaaS, c'est surtout accompagner et faciliter la compréhension des enjeux liés au SaaS. Et ça, c'est primordial en termes de conduite du changement, d'organisation et de stratégie commerciale et marketing. C'est vrai que le marketing, le métier traditionnel du marketing, c'est celui d'exécuter la stratégie commerciale et le go-to-market. Mais là, avec le SaaS, le marketing devient une pierre angulaire de la transformation et il crée des nouveaux métiers, des nouveaux indicateurs, des nouveaux outils. Et on n'est plus que jamais passé à un marketing très analytique et très scientifique qui s'inspire du retour et du feedback de nos clients. Et ce marketing, comment est-ce que le rapport évolue avec les forces de vente? Puisque ce que vous décrivez, Céline, c'est que c'est de plus en plus intégré maintenant. Comment se passe cette transition qui n'est pas toujours, on voit dans beaucoup d'entreprises, qui n'est pas toujours un enjeu simple à gérer? Oui, c'est pas un enjeu simple. Je dirais que, comme je l'ai dit précédemment, il y a un enjeu de conduite du changement. Donc, qui dit conduite du changement dit rassurer, fédérer les équipes opérationnelles et dirigeantes. Il faut rappeler ce que sont les enjeux liés au SaaS en termes de vocabulaire. Il faut former les collaborateurs. Il faut former aux nouveaux process, aux nouveaux modes et cycles de vente. Il faut éduquer au niveau de ce qu'attend le client et l'orientation client. C'est très résolument orienté innovation. Donc, je dirais qu'il y a toutes ces briques à la conduite du changement et de nouveaux usages et de nouveaux modes de commercialisation qu'il faut développer au sein de l'entreprise et fédérer auprès des collaborateurs. Alors, est-ce que vous avez un exemple en tête d'un challenge qui était pas simple et comment vous y avez répondu dans cette coordination marketing-vente? Je dirais que encore une fois, le challenge majeur que je vois au travers du SaaS et des enjeux liés au SaaS, c'est
la culture résolument orientée client, hein, c'est comment être toujours à l'écoute, obtenir le feedback, avoir le bon vocabulaire, comprendre comment aujourd'hui le client réagit, comment il rentre en contact avec la marque, quel est son parcours sur les différents canaux ou les communications que le marketing met en place. Donc, l'alignement marketing-sales est un critère et un facteur clé de succès et qu'il faut désormais piloter au jour le jour. Donc, c'est essentiel dans cette transformation digitale et dans l'avènement du SaaS. Alors, transformation, on parle beaucoup de transformation, on parle beaucoup de transformation digitale. Est-ce que c'est forcé, la transformation doit forcément être une transformation digitale? Alors, je pense que la transformation digitale, c'est une réalité. C'est vrai que les études sont nombreuses et on voit bien qu'aujourd'hui, les entreprises qui adresseront pas cette transformation seront en difficulté. Et je dirais que oui, pardon, alors c'est les aléas, c'est les aléas du box. Cette transformation, oui, elle est résolument digitale parce qu'aujourd'hui, on vit tous dans le digital, hein. On vit tous dans le SaaS, hein. Certes, on est des acteurs du B2B, mais si on prend un exemple aujourd'hui en tant que consommateur et particulier, au travers de nos usages, au travers du mobile, au travers des plateformes comme Deezer, Netflix, on est tous dans le digital. C'est devenu notre quotidien. Donc oui, ça passe, la transformation digitale est un prérequis et notre quotidien tous les jours. Et du Donc, côté des partenaires au et des niveau clients, marketing, ouais. effectivement, pardon Roland, au niveau marketing, c'est effectivement de nouveaux outils, des nouvelles plateformes, des canaux digitaux où la relation avec le client est au cœur du réacteur et le marketing va s'atteler à suivre ce parcours et à répondre au jour le jour aux sollicitations de nos clients ou à ces demandes pour être en relation avec la marque et nos produits. D'accord. Alors, vous parlez outils. Quels sont les nouveaux outils que vous avez mis en œuvre pour accompagner cette transformation? Oh bah, je dirais qu'ils sont classiques, hein, sans fuir la question. On est sur des outils classiques qui sont liés aux plateformes et aux outils digitaux, hein, de trafic, de visitorat, de performance, donc on va retrouver les outils qui sont liés à Google Analytics. Donc tous ces outils qui nous permettent en temps réel d'avoir une culture très orientée data-driven et qui nous permettent d'ajuster, je dirais, nos contenus, nos réponses aux clients et de lui faire une expérience extraordinaire au sens propre du terme. Oui. Et pour les clients, en quoi est-ce que l'expérience, la relation avec Sage s'est transformée, avec cette relation tripartite, hein, que vous avez entre Sage, vos partenaires ISV et puis les clients finaux? En quoi est-ce que cette transformation digitale a modifié les équilibres et les interactions qu'ils peuvent avoir avec la marque? Ben, je dirais que, comme vous l'avez dit, le SaaS positionne le logiciel dans une dimension servicielle. Donc, c'est vrai que le logiciel, il a basculé dans un modèle vertueux qui est résolument axé sur l'usage, la flexibilité et l'innovation. Donc, c'est vrai qu'avec le SaaS, on a transformé et on transforme la relation puisqu'on facilite l'accès et l'usage. On s'inscrit dans l'innovation via des technologies, des plateformes et des applications métiers riches et puissantes et on répond aux enjeux de mobilité. Donc, on optimise cette expérience client. Donc, c'est vrai que c'est un rapport en temps réel, c'est un engagement, c'est une tenue des promesses puisque tout part du client. Donc, désormais, on est sur un marketing beaucoup plus qualifié, ultra personnalisé. On est sur on répond à des contenus à forte valeur ajoutée. On doit accompagner le client dans sa découverte, dans sa volonté, dans ses sollicitations pour avoir des démos, pour comprendre les événements que l'éditeur déploie, ses prises de communication, etc. Donc tout part du client et il est essentiel et tout s'organise autour du client.
Quelle était votre feuille de route pour préparer cette transition vers cette nouvelle interaction, ces nouvelles interactions ultra personnalisées, digitalisées? Quelle feuille de route vous êtes donnée pour accompagner Alors cette pour moi, il y transformation? a eu 4 volets dans cette feuille de route quand on a accompagné la transformation de l'entreprise comme celle de notre réseau et celle du marché, bien évidemment. Il y a encore une fois, et j'insiste, c'est le volet conduite du changement. Donc tout ça, ça se fait avec les collaborateurs, ça se fait avec l'aide des ressources humaines qui sont un service capital dans cette conduite du changement et dans la transformation. Donc c'est encore une fois des nouveaux outils, des nouvelles formations, une nouvelle sémantique. Donc tout ça s'organise au travers d'une feuille de route bien précise. C'est un volet innovation. On travaille bien évidemment avec la R&D, avec les équipes marketing produits et avec les équipes commerciales pour les nouveaux cycles de vente, les nouvelles façons d'adresser nos clients et les organisations. Il y a tout un volet aussi qui est essentiel, qui est le volet outils, on l'a dit tout à l'heure, et les nouveaux critères de mesure. Le SaaS a apporté des nouvelles données et des nouveaux outils. Et puis encore une fois, il y a ce volet résolument client qui nécessite de lever les freins, les obstacles qui sont liés à la conduite du changement, aux freins à la sécurité, aux nouveaux usages, aux nouveaux besoins, et donner de la perspective qui, avec le SaaS, est désormais infinie. Donc, il y a 4 volets: conduite du changement, innovation, outils et volet client, à mon sens. D'accord. Avec vous disiez, de plus en plus de data disponible Oui. pour personnaliser. Oui, on est passé à un marketing très scientifique, très analytique, puisque tout est en temps réel. On a le retour de nos clients en temps réel via nos plateformes, via le SaaS. Donc, tout est un cycle vertueux qui nous permet de nous adapter, d'être souple et d'innover en temps réel. En termes de volume, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sans dévoiler de secrets techniques, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques ordres de grandeur qui nous permettent de mieux percevoir l'activité de Sage avec peut-être vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des clients? Je dirais qu'on est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, historiquement, les éditeurs étaient sur un modèle on-prem et on vendait des licences. Aujourd'hui, Sage est complètement orienté sur un modèle à la souscription. Donc, je dirais, l'éditeur comme le réseau de partenaires travaillent sur ce nouveau modèle, sur ce nouveau business model, et on est à l'usage et à l'abonnement. Donc, je dirais que évidemment, on bascule au fur et à mesure progressivement tout notre business model historique sur ce modèle de l'abonnement et de la souscription, et c'est dans nos ancrages de plus en plus majoritaires, et les derniers résultats le précisent. Quels obstacles est-ce que vous avez rencontrés dans cette feuille de route là que vous venez de nous décrire très précisément? La conduite du changement, encore une fois, je pense que c'est vraiment l'enjeu. Je dirais que moi, j'ai rejoint le secteur IT et le monde du logiciel à cause de sa capacité justement à accompagner les transformations et les révolutions technologiques. Et on le voit bien, quelles que soient les transformations qu'on a vécues ces dernières décennies, à chaque fois, l'enjeu majeur, c'est la conduite du changement. Donc, elle se passe en interne, elle se passe avec l'écosystème et sur le marché. Donc, c'est toute une logique de pédagogie, de démonstration, de tenue de ses engagements, parce que ça, je crois que c'est essentiel dans la relation de l'éditeur avec son client final. Et je dirais que le SaaS exacerbe tout ça, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire que comme c'est un mode vertueux où tout part du client, on est sans arrêt sur le qui-vive, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on répond en temps réel aux choses. Et le feedback est continu. Donc, plus que jamais, déjà dans le marketing, l'ADN du marketing, c'est la curiosité, c'est la veille, c'est la réactivité. Et je dirais que avec le SaaS, je dirais que tout le monde s'y retrouve, et le marketing
jouit pleinement de tous ses atouts dans cette nouvelle donne. D'accord. Alors, comme vous avez dit qu'il y avait plus de data, comment est-ce qu'on mesure les progrès, l'efficacité, les succès des différentes étapes de cette transformation? Comment concrètement vous avez mesuré ces progrès? Alors, je dirais que tout est axé sur, encore une fois, l'expérience client, sa satisfaction. Donc, on va avoir des outils de mesure et de satisfaction vis-à-vis de nos solutions ou vis-à-vis de la relation que la marque ou que notre écosystème avec le client final. Donc, tous ces outils-là sont des datas extrêmement précises qui nous permettent de les piloter, de les améliorer. Donc, je dirais que c'est un savant mélange entre des équipes de type marketing ops qu'on appelle ou sales ops qui nous fournissent ces datas, ces tableaux de bord qui nous permettent effectivement d'en mesurer toute la pertinence et de mettre en place les axes d'optimisation. Et le rôle Donc, du c'est des marketing, données sur le trafic, sur la satisfaction, etc. mais donc des données internes de processus Interne et marketing, externe, tester le tout à fait. processus, et puis des indicateurs externes. Exactement. À quelle fréquence, c'est un sujet qu'on voit souvent dans de nombreuses entreprises, à quelle fréquence est-ce qu'on peut prendre la température auprès soit de son réseau, soit en externe? Ce qu'on aimerait Alors, pouvoir je dirais que c'est sursolliciter non-stop, Roland, c'est non-stop. C'est-à-dire qu'on s'organise, l'entreprise s'organise pour justement avoir ce feedback et le retour de nos clients en temps réel. Donc, toute l'organisation et toutes nos équipes sont orientées sur la satisfaction de nos clients, autour de nos solutions et la relation qu'elle a avec notre écosystème. Donc, je dirais que c'est du temps réel. D'accord. Est-ce que c'est une prise de température formelle où on envoie un questionnaire de satisfaction, ou Les est-ce que deux, ça se fait on de a façon tout à fait. plus Je dirais que subtile? oui, c'est de façon formelle et informelle, c'est-à-dire qu'on a, comme tout le monde, on a des enquêtes régulières autour À quelle de nos fréquence? produits, mensuelles, Mensuelle. à minima, c'est sûr, mais je dirais que par les interactions que nous avons sur nos plateformes, sur nos communications digitales, je dirais que ces sondages ou ces enquêtes plus régulières sont nourries en temps réel par des données comportementales ou d'échanges que nous avons régulièrement avec nos clients. Donc c'est toute une base de connaissances qui nous permet de mieux comprendre nos clients, d'optimiser et d'innover sans cesse et de répondre toujours aux attentes du marché. Donc tout le monde est gagnant, le client comme les parties prenantes de cette chaîne de valeur. Et alors vous qui avez cette expérience d'avoir accompagné cette transformation majeure de l'entreprise, comment est-ce que le rôle du marketing a évolué pendant cette transformation? Alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est au travers des métiers, des compétences, puisqu'on est passé d'un marketing très traditionnel à un marketing résolument digital. Donc, c'est des nouvelles compétences, c'est des nouveaux métiers. On a recentré le marketing sur la relation avec le client. C'était déjà dans son ADN, mais c'est encore plus fort aujourd'hui. On a des valeurs de proximité et de confiance qui sont beaucoup plus fortes dans cette transformation parce que tout est en temps réel. Là, le comportement du client est multiple. Il interagit avec la marque et avec nos solutions et notre écosystème en permanence. Donc, c'est une multitude d'interactions qu'il faut savoir analyser, qu'il faut comprendre pour créer une relation, encore une fois, de confiance et de proximité avec son client. Et alors vous avez maintenant pris vos nouvelles responsabilités en tant que Head of Marketing depuis cette année. Quel a été le plus grand défi auquel vous avez été confronté
pendant cette transformation et quel est votre grand enjeu aujourd'hui, votre plus grand enjeu? Alors, le plus grand enjeu, je ne voudrais pas radoter, c'est la conduite du changement. Parce que, encore une fois, à titre personnel comme en tant que manager, c'est toute une logique de rassurer, d'être plus pédagogue et de fédérer. Donc, je dirais que l'enjeu, il était double, en interne comme en externe. Donc, on vivait en temps réel cette transformation au plus profond de nous-mêmes, au sein de nos équipes et en frontal avec les enjeux liés au marché. Donc, ça a été un challenge évidemment important et qu'on vit tous au quotidien encore et qui se poursuivra, hein, bien sûr. Et je dirais, la deuxième question, pardon, Roland? Et l'enjeu dans le futur, donc ça c'était le défi auquel vous avez été confronté à travers cette Je transformation. pense que l'enjeu du futur, c'est la tenue des promesses vis-à-vis d'un client. Plus que jamais, Ouais. on ne peut pas mentir, on ne peut pas décevoir notre client. C'est essentiel de tenir la promesse que l'on donne, que l'on envoie au marché au travers de nos solutions, au travers de nos valeurs, au travers de la notoriété de son entreprise. Donc, je pense qu'on n'a plus droit de ne plus répondre à ces engagements ou aux promesses qu'on fait. Est-ce que vous observez en B2B autant de transparence qu'il y a maintenant en B2C à travers les évaluations, quand on achète un livre à la FNAC, on voit le nombre d'étoiles qu'il a eu. Est-ce que vous observez un début de transparence, de performance également dans cet univers B2B et spécialement avec un réseau de partenaires? Oui, je crois que la frontière B2B, B2C, elle est de plus en plus fine, hein. C'est-à-dire que ce qui est du ressort du B2C se vit en B2B, même si les règles ne sont pas les mêmes. Mais je crois que comme tout est lié à l'expérience client et la relation qu'on entretient avec son client, qu'on soit particulier ou qu'on soit acteur du B2B, je dirais que effectivement, on est dans cette relation de proximité qui nécessite d'être alerte, curieux et de s'adapter tous les jours. Et alors, si je suis client Sage et que je suis extrêmement content de l'usage de ma nouvelle plateforme Sage 500, comment est-ce que je peux le faire savoir? Comment est-ce que vous capitalisez sur les success stories pour Oui. faire connaître le niveau de satisfaction? Alors, Sage, comme ses partenaires, on a à cœur d'accompagner nos clients et de participer à leur réussite. Donc, effectivement, ça se fait par le biais de témoignages clients hein, qui restent extrêmement légitimes et qui restent la preuve vis-à-vis du marché de la satisfaction de nos clients. Donc, on est extrêmement heureux quand nos clients souhaitent témoigner et ils le font et on les en remercie. Donc, c'est essentiellement par des témoignages, des interventions dans des événements. C'est aussi au travers de focus groupe clients, etc. Donc, c'est sans arrêt des petites interactions comme ça ou des prises de pouls, si j'ose dire, sur leur satisfaction. Et puis, c'est cette relation de proximité, puisque ça, c'est vraiment la spécificité de Sage, hein, de son ADN dans l'indirect. C'est-à-dire que la complémentarité entre l'éditeur et qui a pour vocation de mettre en place des solutions qui répondent au marché, la complémentarité du réseau, c'est toute cette logique de proximité et d'écoute du client. Donc, c'est ce binôme qui fait la force de Sage et qui répond aux attentes du client tous les jours. Donc, c'est ce maillage éditeur et indirect qui fait la force de Sage, j'en suis convaincue. Okay. Alors, quelles seraient vos 3 recommandations pour réussir la transformation de son business model? Bien mener sa conduite du changement avec toutes les équipes concernées et avec l'aide des ressources humaines. Hein. Le rôle du marketing est stratégique. Il est la pierre angulaire. Donc, on l'a vu, hein, il est un réacteur stratégique dans cette transformation.
Et je dirais qu'effectivement, c'est toute cette cohésion entre l'éditeur et son écosystème qui fait qu'on apporte au client final tous les bénéfices du SaaS, toutes les évolutions technologiques et les innovations sur nos produits. Donc, je dirais que ce triptyque est extrêmement vertueux et repositionne chacun sur son expertise, ses compétences au service de la réussite du client final. Donc, c'est ce triptyque qu'il faut mener parallèlement et l'engagement et la mobilisation de tous, c'est le facteur clé, évidemment. Oui. Et alors, en quoi, comment Incentive vous a aidé à accélérer cette transformation avec vos partenaires? Incentive, comme vous l'avez dit, hein, Roland, on collabore ensemble depuis pas mal d'années. On collabore au travers de l'animation de notre réseau et notamment des challenges. Donc, c'est vrai que Sedge, en tant qu'éditeur, innove régulièrement, a une actualité produits et services extrêmement forte. Donc, du coup, Incentive nous permet d'être en contact direct avec nos partenaires, d'animer toute cette actualité autour de nos solutions, des innovations que nous mettons en place au travers d'une plateforme qui est effectivement extrêmement efficace et puissante. Donc, je dirais qu'en dehors de l'outil, il y a une relation de Sedge et de son écosystème qui est réelle au travers d'Incentive. Encore une fois, de proximité et de complémentarité, en dehors de la dynamique et de l'animation commerciale qui est le fer de lance aussi de la réussite des équipes. On voit finalement que le digital permet de rapprocher l'humain, hein, ce qui peut sembler paradoxal, mais on l'a vécu pendant le confinement. On en est convaincu. Le capital humain est essentiel. On n'est pas encore des robots, même si le digital nous apporte beaucoup de puissance et de réactivité. En tout cas, les deux continuent d'être complémentaires et l'humain a sa place, évidemment, encore et toujours. Et alors, Céline, une dernière question pour conclure, qui n'était pas préparée. Est-ce que vous avez une anecdote de management? Quelle est votre plus belle anecdote de management ou une citation inspirante avec laquelle vous pourriez laisser nos auditeurs aujourd'hui? Alors, j'ai pas préparé. Vous me prenez à chaud, Roland? Vous me prenez à chaud, oui. Une citation. Non, j'en ai pas spontanément là. Je dirais que je vais me repositionner en tant qu'individu, hein. Je crois que la crise qu'on vient de vivre, elle a été particulièrement chahutante. On a tous été bouleversés, et elle nous a questionné sur notre capacité à réagir sous la contrainte, la conscience collective, les valeurs de solidarité et de vigilance qu'on doit tous avoir. Donc c'est plus ça qui m'a, je sais pas si on peut dire inspiré, Roland, mais en tout cas qui m'a interpellée ces derniers mois, parce que ça a remis l'être humain au cœur des enjeux. Et ça résonne quand même par rapport au digital, on vient de le dire. Le digital, c'est des outils, c'est des plateformes, mais l'humain y a sa place. Et la finalité de tout ça, c'est la relation, la proximité, la confiance qu'on établit entre une marque et son client final et son réseau de partenaires. Donc, je dirais que la crise sanitaire a remis l'humain au centre des enjeux, comme le digital le fait. Pardon, j'ai pas trouvé de citation. Je la chercherai pour la prochaine fois, Roland. Merveilleuse conclusion. J'ai voulu être plus philosophe. Un grand merci, Céline. Quelques idées bonus. On a sélectionné avec Edouard deux ouvrages. Un ouvrage qui s'appelle Business Model Nouvelle Génération, qui date de 2011, donc il y a 10 ans, mais qui est encore tout à fait d'actualité, par Alexander Osterwalder et Yves Pigneur, sur finalement comment imaginer des nouveaux business models. Il y a aussi un autre ouvrage
qu'on vous propose. Vous avez beaucoup parlé, Céline, de conduite du changement. Une des références sur la conduite du changement, c'est l'ouvrage de John Kotter qui date de 2015, avec voilà, 8 étapes. Je vous laisse découvrir. Si vous le voulez, vous pouvez bien sûr acheter ces ouvrages à la FNAC et à Darty, qui est un de nos clients. Donc, on vous encourage à acheter via la FNAC et Darty. Voilà, un immense merci Céline pour cet entretien. Si vous avez encore quelques minutes, on est là pour accueillir vos questions dans l'audience. Vous pouvez les poser directement sur l'interface GoToWebinar qui est à droite, et Edouard va nous les lire. Edouard, est-ce qu'on a déjà quelques questions de nos éditeurs? On n'entend pas du tout. On vous entend mal. Tu as ton micro qui est perché. Oui, pardon. Alors, vous m'entendez? C'est bon? Excusez-moi. Oui, c'est parfait. Céline, il y a un programme de Sage Champions chez Sage, du coup, qui permettent de valoriser les clients fidélisés, etc. Quel impact ont eu ces Sage Champions, notamment dans la stratégie marketing et sur cette conduite du changement, justement? Bah, évidemment, le marketing a été au cœur de ce programme, hein, et on l'a créé avec le soutien des équipes globales et locales. Donc, c'est remettre le client au centre des enjeux que les organisations que nous accompagnons vivent au quotidien, et au travers de témoignages, donc récoltés soit par l'éditeur, soit par le réseau de partenaires. Et donc, c'est donner la parole à nos clients sur ce qu'ils vivent, les enjeux métiers, les nouveaux usages, les enjeux liés à la mobilité, tous les bénéfices du cloud et du SaaS que la crise sanitaire a révélé et a accéléré. Donc, ce programme, il a pour vocation de mettre en lumière nos clients et de donner de raconter ces belles histoires et ces belles conquêtes et ces belles transformations que vivent les organisations aujourd'hui que nous accompagnons. Et vous parliez d'un de vos plus grands enjeux qui était la conduite du changement. Et justement, comment s'assurer que la conduite du changement soit maintenue sur le long terme? Alors, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Roland. C'est des prises de pouls, c'est des enquêtes, parce que ce qu'on fait sur le marché, on peut le faire aussi en interne. C'est-à-dire qu'au travers de la formation ou au travers des évaluations, il est primordial de voir l'appropriation des outils, du vocabulaire ou des étapes que l'on vit, hein, et que l'entreprise vit dans sa transformation. Donc, c'est par des interactions ou des évaluations régulières qu'on voit comment la transformation se mène et comment les collaborateurs ou les enjeux sont gérés. Et la conduite du changement a surtout été opérée d'un point de vue marketing. Quelles ont été vos relations entre les différents départements, entre le marketing? Vous parliez justement de l'aide des ressources humaines. Comment s'est opéré le changement avec les autres départements de l'entreprise? Qui dit transformation dit organisation, culture, mode de travail. Donc, c'est tous les services de l'entreprise qui sont impactés. C'est toutes les cultures, c'est tous les métiers. Donc, on est tous mobilisés autour du même objectif, c'est de sécuriser cette transformation et d'en avoir les bons métriques et la meilleure appropriation. Donc, je dirais que la dynamique collective, et Dieu sait que je n'irai pas sur l'analogie du sport, mais elle est quand même assez forte à ce moment-là, c'est de jouer la dynamique collective, de comprendre les choses et de faire résonner l'ensemble des services et la complémentarité de chacun. Donc, on a tous été mobilisés, engagés au service de cette transformation. Donc, les interactions traditionnelles qu'avaient les services et les équipes entre elles ont été exacerbées au vu de l'enjeu qui est lié à la transformation et à la conduite du changement. Nouvelle question par rapport à justement les mesures que vous utilisez sur l'ultra-personnalisation des clients. Avez-vous un programme de fidélisation en fonction d'un scoring client?
Bien sûr, ça c'est des techniques et des tactiques marketing qu'on utilise tous au niveau quand on est dans la fonction marketing, hein. De par le parcours et l'expérience client ou les usages, on a des métriques qui nous permettent de mesurer les interactions et de scorer nos clients. Donc c'est pas la théorie de l'espionnage, c'est au contraire, c'est tout l'avènement et c'est toute la puissance de la stratégie inbound. Tout dépend, tout part du client. Donc c'est l'inbound, c'est comment on mesure les sollicitations clients, comment on rentre en contact avec lui, qu'est-ce qu'il souhaite. Donc on apporte du contenu, on échange avec lui. Donc c'est toute cette science et ces techniques qui nous permettent de scorer tout cela et de répondre mieux et d'être toujours plus réactif par rapport aux sollicitations. Parce qu'encore une fois, c'est le parcours et l'expérience client qui est notre objectif. Et c'est de lui fournir la meilleure expérience avec la marque et nos solutions. Alors Céline, si je peux me permettre de rebondir sur la question qui a été posée, la question parlait de programme de fidélisation associé à un scoring. Est-ce que oui, on en ce met, bien scoring sûr. dont vous parlez Oui. impacte le programme de Il y a fidélisation? des programmes de fidélisation, de parrainage assez classiques. Donc, ça fait partie, et qui dit classique n'est pas péjoratif. Évidemment, ça fait partie de la valorisation et de la fidélité de nos clients. Si nos clients nous font confiance, et je les en remercie, évidemment, on met des programmes de valorisation et de fidélisation dans ce sens-là. Une dernière question, Edouard? Oui. Combien de temps vous a-t-il fallu pour implémenter ce changement de business model et avez-vous eu des surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, lors de ce changement? Alors, je dirais qu'elle a été entamée et elle suit son cours parce que la transformation, elle est dans la durée. Donc, il y a toujours les premiers démarrages qui sont beaucoup plus importants. Et je dirais que qui dit transformation et conduite du changement dit gestion des risques et des impacts. Donc, je dirais que sans retourner sur les fondamentaux de la gestion d'un projet ou d'une transformation, on est quand même sur ce planning-là et sur ces étapes-là qui se mesurent. Donc, en fait, c'est des plans d'action, c'est des critères de mesure encore une fois, c'est vérifier l'adhésion et les équipes, la mobilisation des équipes. Et donc, tout ça se travaille au fur et à mesure avec du suivi, du pilotage, il faut rétro-pédaler parfois parce que tout ça est du temps réel ou parfois on rencontre des embûches, donc il faut les adresser. Donc c'est ce qui fait la magie de la conduite du changement. Et c'est des hommes et des femmes qui travaillent ensemble, donc c'est ça qui est magnifique. Donc les embûches deviennent des challenges qu'on relève ensemble. Et bien sûr, cette magnifique conclusion, Céline, nous allons nous dire au revoir. Un immense merci d'être venu animer de façon si brillante cette édition des masterclass de l'excellence commerciale. On a parlé digital, on a parlé humain, on a parlé transformation, on a parlé conduite du changement, on a parlé métriques, si importante dans cet univers, ce nouvel univers marketing-vente et notamment l'univers SaaS. On a parlé de transformation et grâce à vous, on s'est tous un peu transformés aujourd'hui. Merci Céline, à très bientôt. Merci à vous. Et on vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine avec un invité surprise autour de l'impact de la blockchain dans les processus de vente et son impact sur le business. Voilà, merci à tous de votre fidélité. Merci à vous. Merci Céline et on se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 11h30, comme toutes les semaines. Au revoir. Au revoir.